Bonjour, je suis Erwan Persson, enseignant-chercheur à AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs dans l'université Paris-Saclay. Aujourd'hui, je vais vous présenter des éléments, plutôt les fondamentaux, permettant de comprendre le fonctionnement du climat, l'impact du climat sur le fonctionnement des plantes. Alors c'est quelque chose qui permettra de mieux comprendre les aspects impact des changements climatiques dans le domaine sur les agrosystèmes, donc dans le domaine de l'agriculture, plutôt sur les végétaux. Alors le diaporama sera présenté en trois parties: les effets liés au CO2, les effets liés à la température et les effets liés aux précipitations. Et j'apporterai une petite conclusion simple, mais c'est d'abord les fondamentaux qui vous sont présentés pour bien voir les éléments suivants. Alors on va d'abord voir quelles preuves est-ce qu'on a en une ou deux slides sur les éléments du changement climatique. Alors déjà, la première chose qui est évidente, et il y a un grand nombre d'exemples sur ces aspects-là, c'est par exemple, sur la phénologie de la vigne, on voit que les dates de vendange, depuis 1950-60 jusqu'à actuellement, 2015, les dates de vendange sont passées dans les années 55, sont passés de début octobre à fin août. Donc, en fait, les vendanges sont de plus en plus précoces si la référence, on prend les années 60. Alors, il se trouve que la vigne étant une culture où on n'a pas changé, la sélection de la vigne fait qu'on est toujours à peu près sur le même type de cépage. Eh ben, l'avancée des dates de vendange est une démonstration que le climat a changé et que les vendanges sont plus précoces du fait d'une augmentation de la température. Ça, c'est un premier élément qui permet simplement de positionner le paysage. Donc, on va s'intéresser au fonctionnement du couvert végétal et voir quels sont les aspects qui modifient le fonctionnement d'un couvert végétal sous influence d'un changement de climat. Alors déjà, une plante, son objectif est de créer de la matière organique. Donc son métabolisme simplifié est présenté sur le diaporama là. Le CO2 plus de l'eau permettent de fabriquer des sucres, en fait de la matière organique et de l'oxygène. Et ce métabolisme simplifié, il est dépendant des variables comme le rayonnement solaire, comme le CO2, la température et la disponibilité en eau. Évidemment, la disponibilité en eau est apportée par la pluie et l'eau donc ça remplit le sol, et il y a une contrainte supplémentaire qui est la fertilisation, qui est est-ce que les plantes ont à disposition des sels minéraux, des sels, etc. Donc voilà. Alors le changement climatique, sur quoi joue-t-il ? Il va jouer évidemment sur le CO2, sur la température et sur la pluviométrie que vous avez déjà vu. Donc on verra, c'est le plan de ce qui vous est présenté, on verra les éléments de contrainte sur le fonctionnement des plantes. Donc là, avec comme idée de départ que le CO2 est en train d'augmenter, que la température est en train d'augmenter et que les précipitations sont modifiées par la situation du changement climatique. Et on va donc voir l'impact de ces variables sur un couvert végétal. On va donc commencer par le CO2. Alors pareil, de nombreux exemples existent. Vous en avez un exemple ici. C'est l'effet du CO2, l'augmentation du CO2 atmosphérique sur le rendement des cultures. Un exemple, par exemple pour le blé, montre que si l'on passe d'une concentration en CO2 de 300 ppm, là c'est indiqué 300 microlitres par litre d'air, eh bien, si on passe de la valeur de 360 d'aujourd'hui à des concentrations autour de 600, 700, 800 ppm, donc microlitres de CO2 par litre d'atmosphère, eh bien, le rendement augmente d'environ 20%. Donc on a un gain en rendement, là, le ratio est de 1,2 jusqu'à 1,4. Et toutes les situations confondues, que ce soit des études faites en chambre de culture, en serre, en chambre de mesure, en open top, etc. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on voit un petit peu partout.
apparaître en science, c'est l'augmentation du CO2 permet un meilleur rendement. C'est la première conclusion un peu simple qu'on peut apporter. Ensuite, on peut voir finalement pourquoi est-ce que l'augmentation du CO2 améliore-t-il le rendement de la majorité des cultures. On a d'autres exemples, mais on peut se rendre compte que s'il y a plus de CO2, c'est parce que le métabolisme est modifié. S'il y a plus de CO2, dans l'équation que vous avez vue précédemment, CO2 plus H2O donne de la matière organique, donc des sucres. Et bien si le CO2 augmente, qu'il y a suffisamment d'eau, il y a une forte présomption pour que ce métabolisme soit amplifié. En tout cas, la ressource en CO2 n'est plus limitante et donc on augmente un peu plus la matière organique formée. Donc ça se voit également à l'échelle de la photosynthèse, donc à l'échelle plus fine, qu'est la photosynthèse, qui n'est pas le rendement étant le résultat final d'une photosynthèse qui a bien fonctionné. Donc là, vous avez un exemple sur les résultats expérimentaux sur le haricot, où on a mesuré l'activité photosynthétique, et sur les barres histogrammes qui sont en grise, c'est avec un quasi doublement de la concentration en CO2 dans l'air, on voit que la photosynthèse est l'activité photosynthétique est largement augmentée. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Si on regarde, ça c'est le discours général que je viens de faire précédemment. Sur le tableau que je vous présente ici, en fait, on peut voir que la production de biomasse, elle va un petit peu être variable selon le type de plante. Vous avez, dans le tableau qui vous est présenté, de blé, de l'orge et du riz pour lequel la production de biomasse, donc la quantité de matière organique formée grâce à la photosynthèse, pour ces trois plantes, blé, orge et riz, la production est augmentée de plus 30%. Pour d'autres plantes, comme le soja ou la lucerne, qui sont des plantes qui savent capter l'azote directement de l'atmosphère, les augmentations sont de plus 39 et plus 57, donc là une encore plus grande augmentation. Par contre, il y a des plantes pour lesquelles la production de biomasse n'est pas forcément faramineusement plus importante, par exemple pour le maïs et le sorgho. Alors il se trouve qu'en fait, on peut distinguer l'activité photosynthétique de manière différente. Les plantes ont des organisations un peu différentes pour fabriquer la matière organique. On distingue les plantes de type C3 et les plantes de type C4. Alors on va voir un diaporama tout à l'heure. Le diapo suivante explique un petit peu cette différence. La diapo suivante, où on voit l'effet de l'augmentation du CO2 atmosphérique, ça explique les différences entre les plantes de type C3 et les plantes de type C4. Alors, pour distinguer ces deux types de métabolisme, on peut simplifier l'approche en disant que les plantes de type C3 sont des plantes qui ont une façon de capter le CO2 et de fabriquer la matière organique qui n'est pas encore à l'optimum, alors que les plantes de type C4, comme le maïs ou le sorgho, sont des plantes qui ont une façon de concentrer le CO2 dans leur cavité sous-stomatique, donc dans leurs cellules, pour être extrêmement efficaces même s'il y a peu de CO2. La conséquence de ça, c'est que pour les plantes de type C4, la concentration en CO2 de 350 ppm, on est déjà à l'optimum. Il n'y a pas besoin d'augmenter la concentration en CO2 pour qu'il y ait suffisamment de CO2 dans l'atmosphère, quelles que soient les conditions extérieures rencontrées. Donc en augmentant la concentration en CO2 de 350 ppm à 700 ppm, en fait, on n'enrichit pas la capacité de la plante, des plantes de type C4, on leur favorise pas la fabrication de leur matière organique. En revanche, pour les plantes de type C3, vous le voyez sur la courbe jaune, eh bien, si l'on passe de 350 ppm à 700 ppm, eh bien, on améliore l'activité photosynthétique. Donc, on voit que les différences en termes d'activité photosynthétique, ça va globalement améliorer les rendements, mais il va falloir distinguer les types de plantes. Il y a les plantes de type C3, les plantes de type C4, et même on peut distinguer à l'intérieur de la famille des plantes de type C3, les plantes qui sont capables de capter le diazote de l'atmosphère pour
avoir l'azote dont elles ont besoin pour grandir. De manière identique, pour montrer que c'est finalement un petit peu plus complexe, on peut voir que parfois, selon les situations, les plantes, etc., l'augmentation du CO2 ne se répercute pas forcément en augmentation de rendement. Vous avez ici un exemple du doublement en CO2 de l'atmosphère et des effets sur la répartition de la matière organique qui a été formée par la photosynthèse. À l'échelle de la plante, l'augmentation du CO2 a produit une augmentation de la biomasse produite pour du châtaignier. Mais on peut voir que si on ne fait un focus que sur l'activité biomasse produite à destination de la croissance des feuilles, eh bien, on ne voit pas beaucoup d'augmentation de la croissance des feuilles si on a doublé le CO2 ambiant. C'est pareil pour les tiges, on voit que globalement, l'augmentation du CO2 n'a pas augmenté la biomasse des tiges dans le cas d'un doublement de CO2. Par contre, dans le cas présent du châtaignier, eh bien, on voit que les racines ont augmenté leur biomasse, donc toute l'activité photosyntétique a été répartie. L'augmentation de l'activité synthétique a conduit à ce que l'augmentation de la biomasse de la plante ait été répartie beaucoup plus vers le système racinaire pour mieux puiser l'eau et mieux puiser les matières minérales dont elles ont besoin pour grandir. Le dernier aspect concernant cette complexité de réponse à l'augmentation du CO2 concerne l'augmentation de la biomasse, mais on va voir que c'est sensible en fonction de différents facteurs. Alors vous avez l'exemple de fertilisation d'un micro-écosystème méditerranéen cultivé sous 350 ppm ou 700 ppm de CO2. Alors il se trouve que quand le micro-écosystème n'est pas fertilisé, donc on n'a pas apporté d'azote au sol, eh bien il se trouve que le doublement du CO2 n'a pas eu d'effet sur la biomasse épigée, c'est-à-dire l'ensemble du système foliaire. Si l'on apporte un peu d'azote, 30 kg d'azote par hectare, eh bien cette fois-ci, l'augmentation de la photosynthèse s'est rendu compte au niveau des feuilles. Et si on a apporté 100 kg d'azote, au lieu de 0, eh bien cette fois-ci, on voit dans la matière épigée une augmentation sensible de la biomasse. Donc, cette augmentation de CO2, en fait, il y aura presque tout le temps une augmentation du rendement, mais ça peut être réparti dans le système racinaire ou dans les feuilles, et évidemment, c'est contraint par l'ensemble des facteurs limitants qui vont agir sur le fonctionnement de la plante. Donc voilà, concernant les facteurs limitants, je peux juste vous être présenté un aspect classement des facteurs les plus importants qui affectent la croissance des plantes. En premier, évidemment, c'est l'eau. En deuxième, c'est la lumière. Et en troisième, ce sont les nutriments qui vont jouer sur les capacités de croissance de la plante après les effets sur le CO2. Donc, un résumé sur le CO2, sur les effets du doublement du CO2. Alors, la photosynthèse des espèces de type C3 va être fortement stimulée a priori par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et moindrement pour les plantes de type C4. La stimulation décroît au cours du temps de façon différente selon les espèces et les conditions du milieu. Par contre, il faut voir que cet aspect stimulation par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, elle va être répartie de façon différente selon la disponibilité en nutriments et en eau dans le sol. Voilà, ça ne va pas être réparti de manière homogène sur la plante. Il peut y avoir une augmentation vers les feuilles ou une augmentation vers le système racinaire. N'oubliez pas que la plante sera sensible aux autres facteurs limitants et aux contraintes du milieu, les éléments minéraux, les maladies, les ravageurs ou la disponibilité en eau. Les plantes de type C3 à fort potentiel de croissance semblent les plus aptes à bénéficier d'une stimulation prolongée de la photosynthèse.